Allez, bon, écoutez, merci d'être là pour cette conférence. Je remercie notre intervenant qui va un peu plus discuter. J'aimerais vous remercier d'être venu à cette réunion. Bon, une actualité multiple, hein, vous l'avez bien vu, donc avec le lancement du plan de sécurité spécifique pour les forêts, d'un côté, par le gouvernement, avec aussi les évolutions climatiques, dans le climat tropical actuellement. Donc on a eu des vagues de sécheresse, mais c'est vrai que là, ces précipitations, on va dire, étranges, eh bien, renouvellent quand même un peu aussi l'approche climatique. Elles ne sont pas tout à fait normales, hein, dans leur fréquence, dans leur intensité. Et puis vous remercier aussi de prendre quelques minutes pour parler d'un sujet quand même qui est un sujet important, parce qu'il s'agit de nos forêts, c'est-à-dire nos patrimoines, nos paysages. Hein. Maxime va développer ça. Alors j'aimerais remercier mes amis qui est ici au fond, Nick, qui est l'artiste qui a fait les forêts inquiètes, on va dire, qui sont au fond, voilà, donc tout est fait en monochrome, mais je crois que ça reflète aussi un petit peu quand même la tension aujourd'hui qui règne sur le végétal et qui met en cause aussi tous les écosystèmes et tous les modes de biodiversité. Merci aussi à la Provence qui a fait un bel article aujourd'hui sur Maxime, qui a voulu l'interroger en préambule, on va dire, de cette conférence, et lui consacrer une belle page. Et puis merci évidemment aux représentants et aux présidents des associations qui sont ici parmi nous pour assister à cette réunion. Alors c'est une réunion qui a lieu dans le cadre du cycle ouvert des rencontres de Génération Écologie. Je remercie ma collègue Hélène d'ailleurs d'être là, Prévosque, merci à toi. Évidemment, c'est une rencontre qui n'a strictement aucun caractère politique mais informatif pour que nous, citoyens, bien puissions avoir de l'information, la restituer, puis agir aussi. C'est-à-dire comprendre aussi, indépendamment de la qualité d'information que nous allons avoir, eh bien, comment on doit agir et réagir face à ces changements climatiques et écologiques. Avec ici à Aix, qu'on a fait venir, qui est un monsieur extrêmement important, qui nous a fait une conférence justement sur les mécanismes de transition au niveau local. Et il a beaucoup insisté sur le niveau local et la mobilisation des acteurs locaux. Ça a permis de faire une collecte consacrée au reboisement de nos forêts. C'est une dotation de 24 000 €, c'est ça 24 000 € quand même, donc le Rotary va mettre à disposition des structures concernées. C'est un point intéressant parce que ce matin, tu insistais aussi dans l'article de la Provence sur le reboisement, l'éclaircissement des forêts et l'ensemble des choix qui doivent être faits pour que ce reboisement soit périn, vu les réactions, les stress hydriques, etc., afin qu'effectivement on ait une capacité à faire quelque chose qui soit, espérons-le, durable. Alors Maxime, qui va me rejoindre, va faire une présentation d'une trentaine de minutes. Après, évidemment, il y aura des questions. Hein, voilà, on est sur un format d'1 heure. On va faire ça. Hein. Et suite à quoi, il y a un petit pot au fond qui nous attend. Voilà. Maxime, merci de ta présence et c'est à toi. Merci Stéphane. Bonjour tout le monde. Ça fait plaisir de voir qu'il y a quand même pas mal de monde qui sont présents et donc intéressés par cette thématique. Donc, je suis chargé de recherche à l'INRAE, donc c'est un institut de recherche en agronomie et alimentation et sur l'environnement, qui a un mixte de l'ancienne INRA et de l'UNISPA. Et je suis situé à Aix-en-Provence. Et ici, du Québec, je suis à côté, donc je fais partie de l'université de Québec. Donc là, aujourd'hui, j'ai décidé de parler plutôt de l'impact du changement climatique sur la planète méditerranéenne, mais en concentrant sur les choses que je maîtrise en mieux, qui sont la croissance des arbres, le dépaysement des arbres et aussi une partie incendie. Je ne vais pas trop parler de la faune, des sols, donc il y a plein d'autres thématiques, on pourrait passer des jours. Mais voilà, c'est pas mes thématiques, je préfère pas me pencher là-dessus, mais plutôt qu'on travaille vraiment ces sujets-là, le dépayssement forestier et les risques incendies. Donc, alors j'ai quelques diapos de contexte pour vous rappeler un peu l'importance des forêts, vous le savez tous, mais il y a quand même quelques éléments qui sont importants à prendre en compte. Alors je suis désolé, des fois il y a des diapos en anglais, mais je vais vous les expliquer. Donc, en fait, ce qui est intéressant à étudier les forêts, c'est pas seulement parce que c'est des forêts, c'est aussi parce qu'elles supportent plein de services qui sont très utiles pour nous, la société humaine. Et généralement, ces services, on les différencie en plusieurs parties. Donc, on a les services de provision, donc par exemple, on produit du bois, on va produire des fibres, du combustible, de l'eau. Les services de support, donc, par exemple, ça va permettre à un sol de se former, c'est du support pour la biodiversité, donc on va faire un habitat pour la biodiversité. Il y a des services de régulation du climat, parce que ça va être des sols carbone, régulation du cycle d'eau,
Et puis après, des services un peu plus culturels qui sont plus difficiles à quantifier, mais qui sont quand même très importants. Bah, par exemple, l'esthétique, ça reste très important, la partie récréationnelle. Et donc nous, dans notre région, tous ces supports, tous ces services sont présents, mais il y en a certains qui sont un peu plus importants que d'autres. Notamment la production de bois, mine de rien, même si on a des forêts qui ne sont pas très productives, c'est quand même important. À la fois parce que les gens utilisent les forêts du coin pour le bois de chauffage, mais aussi on a des gros projets industriels qui sont en train de se monter. Par exemple à Gardanne, on veut utiliser la biomasse de bois pour faire de l'hydrogène vert ou pour faire de l'électricité, donc c'est vraiment dans l'air du temps. Le pain d'Alep a déjà été déclassé en normé pour faire de la construction de bois aussi. Donc, du coup, il y a une demande qui est de plus en plus importante. Il y a l'aspect récréationnel, vu qu'on est quand même dans des endroits qui sont assez urbanisés. Et je pense par exemple à la métropole Aix-Marseille, la partie marseillaise, en fait, il y a quand même très peu de forêts. Donc les peu de forêts qu'il y a sont très importantes pour la récréation des gens. Sur la régulation du cycle d'eau, parce qu'on a un climat qui est méditerranéen, donc avec des grands niveaux de sécheresse, mais après énormément de précipitations qui viennent d'un seul coup. Et donc grâce aux forêts, on ne va pas avoir d'érosion, alors qu'autrement on en a. Donc c'est ce qui s'est passé dans les années 1800 et 1900. Énormément d'érosion, c'est très peu de forêts. Et aussi maintenant, on a une demande de plus en plus importante de la société pour que les forêts soient mieux gérées pour limiter le risque incendie. Donc ça, c'est la première partie contexte, c'est les forêts. La deuxième partie du contexte, c'est ce que vous connaissez tous, c'est le changement climatique. C'est juste un rappel rapide. On assiste à une augmentation de température depuis le début de l'ère pré-industrielle. Et là, par exemple, sur Marseille-Méridiane, on voit une augmentation des températures depuis 1960 jusqu'à 2021, qui est d'ordre de 2 degrés par an, enfin 2 degrés sur toute cette période, donc assez important. Et donc là, c'est pour les températures maximales. Et en plus de cette augmentation de température, on a une sorte de modification du régime pluviométrique, avec pour de nombreuses périodes une baisse de pluviométrie, donc c'est ici en marron, alors que dans cette période, on a une augmentation de pluviométrie. Et on peut voir notamment des sécheresses qui sont de plus en plus longues, intenses et fréquentes. Par exemple, ici, on a bien la période 2003-2007, qui est à 6 années sèches et d'affilée. On peut voir aussi ces dernières années, la 2020, 2021, 2022, je ne pas sur la figure, qui sont des années beaucoup plus sèches que la normale. Donc on est dans ce contexte qui va continuer dans l'avenir. C'est la même chose que tout à l'heure en termes d'évolution de température en région sud. Et donc les projections climatiques de nos collègues météorologues, sur comment ça va se développer dans l'avenir. Donc on a différentes trajectoires, vous les connaissez tous a priori. Le scénario vert ici, c'est une augmentation de température qui commence à se réduire à partir des années 2040. C'est si on commençait déjà à réduire les émissions de carbone. Ce qui n'est pas du tout le cas. Ici, entre 1,5 et 2 degrés, c'est où tous les accords de Paris ont été déterminés pour arriver à cette tranche, qui n'est pas du tout non plus. Donc ici, c'est sur une courbe de RCP 86.5, donc ça serait un milieu un peu intermédiaire. On a des échanges, on a des modifications économiques, mais pas comme ça. Donc là, c'est pareil, on n'est pas du tout. On est plutôt sur cette courbe qui est considérée comme extrême. En fait, à la base, les climatologues l'ont considérée comme extrême, c'est le RCP 8.5. C'est le business as usual. On ne modifie rien, on consomme de la même manière. Et donc pour l'instant, on est vraiment là-dedans, on est vraiment dans le septembre. Et donc, il y a des changements sémantiques là, qui sont faits par le gouvernement actuellement. En fait, au début, on parlait toujours des accords de Paris, on va respecter l'accord de Paris, on va rester sur le 1,5 degré. Et maintenant, là, le MCE, donc le ministère de l'écologie, commence à rentrer, à mettre dans ses rapports des scénarios de l'ordre de 3 à 4 degrés. Donc, on considère que cette trajectoire sera de plus en plus probable, et donc à construire déjà des solutions d'adaptation par rapport à cette trajectoire de 4 degrés. Mais là, si on continue comme actuellement, en fait, on est moins pas dans les 4 degrés, on sera encore au-dessus. Donc, on a cette augmentation de température, une baisse des précipitations qui va entraîner un assèchement des sols. Et ça, cette composante est très importante pour le fonctionnement des arbres. Alors, c'est un peu de la biologie rudimentaire de lycée, mais c'est important quand même de le rappeler, parce que l'eau, en fait, elle est clé pour le fonctionnement des arbres. Et notamment, on a 3 processus. Le premier processus, c'est la photosynthèse. Donc, la photosynthèse, c'est juste la fabrication de sucre par la plante à partir des rayons lumineux et du CO2. Et donc, elle va projeter de l'oxygène grâce à cette photosynthèse, et donc produire des sucres qu'elle pourra utiliser soit pour croître, soit pour différentes cultures. Et donc là, cette photosynthèse, en fait, pour assimiler une molécule de CO2, on a besoin de 400 molécules d'H2O. C'est un processus qui est très consommateur. Et
Et cet échange, en fait, entre le CO2 et l'H2O, et la photosynthèse se fait dans une pore qui est sous la feuille, ce qu'on appelle une stomate. Je vous en parlerai après, ça paraît assez souvent. Donc voilà, on a la stomate ici qui est en dessous de la feuille, à l'intérieur le CO2 qui rentre, de l'eau qui sort ici, la photosynthèse qui se produit. Donc ça c'est la première partie, on a besoin d'eau pour faire cette photosynthèse et donc créer des sucres. On a aussi besoin d'eau pour transporter les minéraux, les racines jusqu'aux feuilles et au tronc. Et donc si on n'avait pas d'eau pour faire ce conduit, en fait on a des plantes qui n'en a pas. Et on a aussi besoin d'eau pour réguler la température. Donc avec la transpiration, donc soit par les stomates, soit par les cuticules, en fait on va réduire la température de la feuille, ça va éviter que la feuille se brûle. Donc c'est assez bien foutu. Mais au final, c'est une consommation d'eau qui est énorme, parce qu'on a beaucoup de feuilles sur un arbre. Et donc, en été, on a une consommation de 10 à 100 litres d'eau par jour. Et donc, souvent, on mesure généralement avec ces petits capteurs qu'on met à l'intérieur du tronc de l'arbre, c'est des capteurs de pixels, et on peut quantifier la quantité d'eau qui remonte à travers notre arbre. Donc, ce transport de l'eau, en fait, il se fait par un mécanisme de gradient sous tension. En fait, ça fonctionne exactement comme une paille. On tire par-dessus. Et donc, en fait, il y a toute l'eau qui va remonter par une colonne d'eau, ce qu'on appelle des cylindres. Et donc, en fait, on a une tension atmosphérique qu'on mesure ici avec celle-ci, qui est très très forte dans l'atmosphère, donc on a une atmosphère très très sec, beaucoup plus sec que la feuille, beaucoup plus sec que le sol. Donc, c'est pour ça qu'en fait, avec une gradient de tension, en fait, on a l'eau qui remonte. Et donc, cette pompe, c'est tiré par le soleil et par l'air sec. Et plus l'air sera sec et chaud, plus on aura une demande d'évaporation, plus on aura de l'eau qui va tirer, qui va monter. Mais du coup, l'arbre, il arrive à s'adapter à cette transpiration, en fait, à cette demande. Quand il y a énormément de demandes en eau, dès que le sol commence à être sec ici, il a une stratégie, c'est qu'il va fermer les stomates. C'est les endroits où l'eau sort et que le CO2 rentre. Donc là, c'est ce qui est indiqué ici. Donc on a la transpiration pendant la journée et le jour de la nuit, on était ici en axis. Donc au début, on n'a aucune transpiration pendant la nuit, hop, pendant la journée, ça augmente, et ensuite ça diminue pendant la nuit. Et on a deux courbes. La rouge, c'est pour un arbre qui est en condition sèche, et la bleue, c'est pour les conditions humides. Donc vous voyez bien, en fait, les premiers jours, ça va. Et ensuite, au bout du troisième ou quatrième jour, l'arbre qui est en condition sécheresse, en rouge, il commence à faire de la transpiration, puis en fait, il arrive à midi, il arrive à transpirer, il ferme ses stomates. Et donc, il les ferme de plus en plus. On va faire ces photos, en fait, on a les stomates qui sont très ouverts au début, et puis ça, puis les autres. Ça, c'est une stratégie pour vraiment réduire la consommation en eau, et essayer d'en garder au maximum dans le sol pour pouvoir suivre assez longtemps. Le seul problème, c'est que du coup, en réduisant cette consommation d'eau, on va moins absorber de carbone. Donc, vu qu'on ferme les stomates, il n'y a plus de CO2 qui rentre, et donc du coup, on ne peut plus produire de sucre, et donc ça va réduire notre croissance. Donc, en conséquence de ces sécheresses, du fait que les arbres ferment leurs stomates pour faire moins d'eau, mais ils absorbent moins de carbone, ce qu'on voit, c'est une réduction du nombre et de la taille des branches, du nombre des feuilles, et aussi de la taille des feuilles, et aussi une baisse de la croissance des troncs. Donc, on va avoir des arbres qui seront de plus en plus petits, avec de moins en moins de feuilles. Et donc ça, c'est ce qu'on étudie sur un site expérimental qui est la forêt Fond-Blanche, qui est à côté de Blaye. En fait, on étudie là-bas depuis 2008 le fonctionnement des arbres et de l'écosystème. Sur toutes ces cultures, on mesure les bilans de carbone, les bilans d'eau, on mesure la taille des ébus, les noix, la longueur des côtes, la longueur des branches, tout ce qui est possible d'imaginer. Avec différents dispositifs, et notamment un dispositif où on exclut des pluies, donc on a installé des gouttières à l'intérieur de notre forêt pour exclure 30% des pluies. Et donc, avoir une sorte d'expérimentation qui mime les conditions de sécheresse. Et donc, ce qu'on a pu voir en comparant une forêt normale et une forêt où on enlève 30% des pluies avec ces gouttières, c'est à la fois qu'on a, donc ici c'est sur la longueur des pouces, donc la longueur des tiges. À partir de 2008, quand on a mis en place notre gouttière, on a une forte baisse ici de la longueur des pouces par rapport en vert à la forêt normale. Et sur la longueur des aiguilles, c'est pareil en fait. En rouge, on a les arbres qui poussent de dispositifs, et les aiguilles qui sont à peu près 20% plus petites que les arbres entiers. Donc on a vraiment cet effet sécheresse qui est à la fois court terme et long terme qui est marqué. Ça se voit donc à l'échelle de l'aiguille, mais aussi ça se voit à l'échelle du pied. C'est ce que j'ai représenté ici, alors soit par ces figures et aussi par ces photographies. En fait, ça se voit à l'échelle du pied. On a vraiment un arbre qui est considéré simple, comme avec ça, c'est ça.
Sauf que maintenant, en fait, tous les arbres qu'on observe, ils ont plutôt cette tête ici. Donc on a des dipicicolaires, donc ce qu'on a protégé les dipicicolaires, c'est le pourcentage de feuilles qui manquent par rapport à cet arbre de prince. Donc ici, par exemple, on considère que cet arbre a 55% de feuilles en moins, parce qu'il a des grosses pousses, il y a des branches mortes, parce que même quand il y a des branches, en fait, il y a très peu de feuilles, les feuilles sont petites, donc il y a vraiment un gros manque de feuilles. Et donc ce qu'on voit lorsqu'on retrace ces dipicicolaires depuis les années 90, au plan d'Alec par exemple, on est parti de valeurs qui étaient assez convenables avec des arbres un peu simples, de 15 à 20%. Et maintenant, on est tous les arbres ont entre 40 et 50%. Donc, tous les arbres qu'on observe sur le terrain, ça ressemble à ça. On n'a plus aucun arbre simple. Et donc, ça, c'est sur plan d'Alec. Sur Chef Vert, on a exactement la même tendance. Toutes les autres espèces méditerranéennes ou même en France, on a exactement la même tendance. Donc, ça, c'est la partie où ça se passe bien. Les arbres survivent encore. Mais après, lorsque le sol est encore beaucoup plus sec, c'est ici en rouge, donc on a vraiment quasiment plus d'eau. Donc ici, en fait, la tension devient beaucoup énorme, enfin, beaucoup trop forte. Alors, comme si on aspirait dans une paille et qu'il n'y avait plus d'eau dans le verre, en fait, et après, il y a des bulles d'air qui rentrent. Donc voilà, on a une rupture de notre système conducteur d'eau, avec des bulles d'air qui rentrent dans le xylème, et ce qu'on appelle la cavitation ou l'embolie d'air. Donc ça, les médecins connaissent bien, c'est des processus d'embolie pulmonaire, c'est exactement la même chose. Donc une fois qu'on a de l'air qui rentre dans notre xylème, on a notre conduite qui emmène l'eau des racines jusqu'aux feuilles, en fait, ce xylème, il est complètement foutu, donc c'est un processus irréversible, il n'est pas réparable, et ça peut entraîner la mort de l'arbre. Si ça touche beaucoup trop de vaisseaux, donc là par exemple ça touche quelques vaisseaux, donc ça va. Mais si ça en touche plus de 50% pour certaines espèces, ou alors plus de 90% pour certaines espèces, l'arbre va mourir. Donc ça arrive lorsque le sol est vraiment très sec. Donc soit l'arbre meurt par ce problème hydraulique où on a une grosse embolie gazeuse, parce qu'il n'y a aucun verre qui rentre en terre, ou soit parce que l'arbre, à force de fermer ses stomates et de ne pas absorber le carbone, petit à petit il va moins pousser, il va se faire dépasser par ses voisins. Ou alors il va avoir moins de carbone pour lutter contre les pathogènes. Donc il y a deux types de mortalité il y a deux processus qui sont pas indépendants mais dépendants, qui entraînent la cause de mort des arbres. Et donc du coup, vu qu'on observe une augmentation des sécheresses, on observe une augmentation de la mortalité des arbres en France et un peu partout dans le monde d'ailleurs. Donc là c'est avec les données de l'inventaire forestier national depuis 2008, et on peut voir une augmentation, notamment depuis 2015-2016, une augmentation de la mortalité. Donc là, si on continuait la pompe, ça continuerait à augmenter. Ça, on l'observe pour la plupart des espèces, et notamment pour l'instant, c'est plutôt dans les régions du sud de la France et plutôt au sud de l'Afrique centrale et grecque. Et pour plein d'espèces, alors je vais juste donner deux exemples sur Parcives et le chêne pubescent. Parcives, il a des taux de mortalité assez forts actuellement. Donc, en région méditerranéenne, ce qui nous concerne plus, pour l'instant, en fait, on n'observe pas de mortalité vraiment importante et massive comme dans d'autres régions de la France. On a une mortalité vraiment diffuse avec quelques arbres qui meurent par-ci par-là. J'essaie de représenter ça avec cette photo du drone, mais ça ne se voit pas trop. On a ici un arbre orange qui est en train de mourir, on a des arbres qui sont plus feuilles. Et voilà, c'est par-ci par-là un arbre qui meurt. C'est pas très inquiétant, mais en fait, à la longue, ça fait des taux de mortalité qui sont assez importants. Mais ça reste un processus différent de mortalité qui sont observés dans d'autres régions de la France, par exemple ici. C'est une photo d'un peuplement d'épicéa du nord-est de la France qui a été touché par des scolytes ou des strogaphes. Et là, c'est des pathogènes qui viennent, des insectes, des coléoptères qui viennent et qui tuent tous les arbres dans cette zone. Donc ça touche des milliers d'hectares. C'était la crise scolyte du nord-est, entre 2019 et 2022, c'est 60 000 hectares et 22 000 études de bois qui sont tombées en France. Donc on a plein d'exemples de ce type, on a la crise du Calarose, du frêne dans le nord-est de la France aussi. Nous, Méditerranée, pour l'instant, on est assez pas protégé, mais en fait, on n'est pas encore touché par ce type d'événement de mortalité massive. Parce qu'on a des pathogènes, mais ils ne sont pas encore assez présents en nombre, ou alors ils ne sont pas encore assez virulents pour tuer plein d'arbres. Donc, par exemple, on a les chimies processionnaires qui vont défolier certains arbres, mais qui n'arrivent pas encore à les tuer, parce qu'on a un cycle, et du coup, les arbres arrivent à commander du fécond. On a le gui, c'est pareil, en fait, petit à petit, ça fait bien l'arbre, mais ça ne les tue pas encore trop. On a différents coléoptères, donc là, par exemple, c'est un Cyprès du chêne. Donc, pour l'instant, ça ne tue pas trop encore les arbres, mais en fait, on voit des branches mortes par-ci, par-là.
Pour le pain d'Alep, on a des champignons qui se développent sur les branches, et là c'est pareil, en fait, on a de la mortalité branche. Donc c'est pas encore ultra inquiétant. Par contre, du coup, avec l'augmentation de sécheresse qui est prévue, on s'attend normalement à une augmentation de la mortalité d'un départ. Alors, soit complètement liée à la sécheresse, c'est ce que je vais montrer ici. Donc, ça, c'est des cartes qui ont été faites par des collègues d'Avignon. Ils ont essayé de prédire le futur risque de mortalité de deux espèces, l'ouette et les chiens, juste en modifiant le climat. Vous avez ici la distribution actuelle des espèces. En vert, l'ouette se trouve, et puis ici, les chiens en vert où ils se trouvent actuellement. Donc, ils ont prédit la mortalité sur la période actuelle. Donc, on a pu voir qu'en fait, ici, il y a énormément de mortalité d'ouette, mais c'est normal, on n'a pas, donc on a un modèle qui fonctionne plutôt bien. Et donc ensuite, lorsqu'ils prédisent la mortalité à l'horizon de la fin du siècle, on voit qu'en fait, il y a plein de régions où l'ouest se trouve actuellement, donc par exemple le sud de l'Asie centrale, tout le bassin nigérien, le bassin parisien, en fait, c'est complètement vide, donc il va vraiment disparaître. Même la vallée du Rhône, donc la vallée de Vercors, normalement, l'ouest va disparaître. Pour le chêne vert, c'est pareil, en fait. Pour l'instant, il est présent. Il y a un peu de mortalité sur la partie sud, mais après, à l'horizon 2070-2100, normalement, il ne devrait plus être là du tout. Et ça, c'est en plus en prenant en compte que la modification du climat. Et ces modélisations prennent en compte la présence de pathogènes. Donc, par exemple, si on a des scolytes qui sont soit natifs et du coup qui augmentent en population parce qu'il fait de plus en plus chaud, ils se reproduisent plus, ils ont plus de générations, ça peut encore augmenter la mortalité. Et en plus, après, on a des choses qui sont complètement imprévisibles, c'est par exemple les pathogènes invasifs. Ça, on est incapable de prévoir quand est-ce qu'un invasif viendra et d'où il viendra et qui ça sera et quelle espèce il va toucher. Comment? Il peut être vite, je suis désolé. C'est l'habitude, c'est l'habitude. Désolé. Donc on a ces espèces invasives, donc on est incapable de prédire leur arrivée, et si elles vont arriver, quand, on ne sait pas du tout, mais elles ont potentiellement un gros impact. Donc, par exemple, on a une nématode du pain qui est sur la partie en péninsule ibérique, qui affecte beaucoup les pins en Portugal en ce moment. On pensait déjà qu'il arrivait en France, il n'est toujours pas arrivé, on ne sait pas quand il va arriver, s'il va arriver, mais voilà. Mais s'il arrive, ça peut faire vraiment des dégâts, notamment dans les Landes. Ici, on n'a que du pain maritime, et c'est possible que tout le pain maritime soit tué par ces nématodes. On a aussi, par exemple, l'exemple de la bactérie Xylella qui tue les oliviers, qui pour l'instant est surtout en Corse et puis en partie Sicile. On sait que ce genre de bactérie, en fait, si elle arrive et qu'elle arrive un peu à muter et à affecter d'autres espèces comme les mouettes ou les chèvres, ça peut faire des ravages. Et ça, on est incapable de prévoir. Donc ça, c'est la première partie sur la partie vraiment végétation. Ensuite, on a une partie plutôt incendie, parce que c'est quand même bien lié, comment le climat va modifier les incendies et en interaction avec la végétation. Donc, le passif des incendies dans la région, contrairement à ce que tout le monde pense, en fait, on a une baisse de la surface brûlée depuis les années 80. Donc, dans les années 80, en fait, on avait des incendies qui étaient quand même assez importants, de l'ordre de 35 000 hectares par an. C'est quand même énorme. Et petit à petit, ça a diminué, donc ici les 4 décennies, jusqu'à 2010-2019, on est rendu à 7 000 hectares par an. C'est quand même une division par 5, ce qui est quand même plutôt positif. Et ça, c'est pas du tout lié au changement climatique, c'est plutôt lié à une meilleure méthode de lutte contre les incendies par les services publics. Donc, tout d'abord, on a une limitation à l'accès des massifs qui est fait l'été, donc on a des périodes oranges et des périodes rouges. On a beaucoup de prévention. Ce qui est surtout important, c'est qu'on a une meilleure détection de départ de feu, donc avec des vigiles, des avions de reconnaissance, avec tous les CCFF, donc c'est les communautés communaux de feux de forêt, donc des gens qui sont en voiture orange, des bénévoles qui se baladent en forêt et qui sont là pour détecter les départs de feu. Et il y a aussi un des avantages de tout ce réseau, en fait, c'est qu'on a une intervention rapide. Généralement, tout est fait pour qu'il y ait une intervention qui soit faite dans les 10 minutes après la détection de l'incendie et pour qu'on ait une surface d'incendie qui soit moins d'1 hectare. Parce qu'on sait qu'après 1 hectare, ça peut nous échapper et là tout de suite, la technique est complètement différente, c'est plutôt protection des biens plutôt que lutter contre eux. Et aussi, en termes de gestion forestière, on a quand même énormément d'améliorations dans notre région. Notamment, par exemple, on essaie de faire de plus en plus de cultures de combustible comme ici, en réduisant la biomasse, en montrant le milieu. Donc à la fois pour que le feu ne se propage pas et passe pas d'une vallée à une autre,
et surtout parce que c'est des zones où les pompiers peuvent s'installer et lutter contre le feu. Donc ça, toutes ces techniques qu'on a développées, elles sont très efficaces, sauf lorsque les conditions sont défavorables. Donc, quand il fait très très chaud, très très sec, et qu'il y a du vent, en fait, peu importe les techniques qu'on a, même si on parle de Canada, n'importe quoi, le feu nous échappe et après ça fait des gros feux. Donc, par exemple, c'est ce qui s'est passé en 2003, on a 60 000 hectares qui sont partis, notamment 12 000 hectares dans les morts. C'est la même chose en 2017 2016, on a eu le gros feu à Rognac. En 2021, le feu de Gonfaron, dans les morts, on a eu 7 000 hectares qui sont partis. En 2022, il y a eu le feu dans les Landes, où il y a 12 000 hectares qui sont partis dans le maritime, mais ça, on a plein d'exemples aussi. Donc en fait, quand les conditions sont bonnes, on arrive à gérer, mais après, quand ça part, c'est un peu plus compliqué. Donc ce qu'il faut savoir sur ces feux, bon, ça c'est un truc assez classique, c'est que 90% sont de l'origine humaine, enfin plus de 90%. Soit c'est de la malveillance pure, soit c'est juste de l'inconscience. Et d'un point de vue spatial, donc ça c'est un communément acquis, c'est plus important dans la partie chaude, forestière et urbanisée. C'est un peu étrange que ce soit à la fois forestière et urbanisée, on pense que c'est des antinomies. Alors qu'en fait pas du tout, on peut avoir plein d'interfaces habitat-forêt, où les gens vont habiter à l'intérieur de la forêt. Et là c'est des zones vraiment où on a un gros risque de départ de feu, et aussi des impacts importants. Donc spatialement ici, c'est la moyenne de densité des feux pour la période été-automne depuis 30 ans. On voit qu'il y a une grosse densité de feu dans les régionaux, donc toute la partie maritime, énormément en Corse. Donc c'est des zones très forestières. Et on a quand même de l'activité humaine et très chaude. Et en termes de surface brûlée, c'est exactement la même carte. Le problème, c'est que du coup, avec le changement climatique, on observe maintenant des grands incendies à la fois au printemps, ça c'est des cartes pour le connecter, et maintenant on a aussi des incendies au printemps. Par exemple là, en 2023, au mois d'avril, on a 1000 hectares qui sont partis à Cerbère, ici là, dans les Pérou. C'est la frontière espagnole. Donc ça, normalement, ça n'arrive jamais, des incendies de ce type, de cette taille en mois d'avril. Et dans de nouvelles régions. Alors par exemple, en 2022, ça c'était clair. En 2022, on a eu très très peu d'incendies sur toute la région Côte d'Azur. C'est une zone quand même particulier. Par contre, les médias en ont beaucoup parlé parce qu'on a eu plein d'incendies dans les régions pacifiques. Dans le Champ de Sort, on a eu des incendies, on a eu des incendies en Bretagne, des incendies en Jura. Et donc ça, c'est aussi une composante du changement climatique assez importante. Donc, on peut avoir des modifications spatiales d'une origine de feu. Et donc lorsqu'on fait des projections dans l'avenir, toujours la même chose. Ici, c'est la même carte de l'activité des feux, toute la région. Donc, en bleu, c'est des zones où il y a une activité des feux faible, donc des feux de petite taille, vraiment faible superficie et très peu de feu. Et plus c'est orange et rouge, plus il y a de feu. Donc on voit que aussi les Bougerons on est vraiment touché, et la Corse aussi. Et donc lorsqu'on augmente la température juste de 4 degrés dans nos modèles, on voit que ça bouge un peu partout. Sauf ici en Camargue, juste parce qu'il n'y a pas de feu. Et par contre, ce qui est assez intéressant, qui n'était pas forcément prévisible à la base, c'est qu'il y a des régions qui sont pour l'instant pas du tout touchées par les incendies, par exemple la Lozère et l'Ardèche, qui ne sont pas trop touchées par les incendies, et qui à l'avenir devraient être autant touchées que nos régions. Eux, ça leur pose vraiment le problème parce qu'ils n'ont aucun historique avec l'incendie, donc ils ne savent pas les gérer, ils n'ont vraiment pas les dispositifs pour le faire. Et donc c'est sûrement plus critique dans leur région que chez nous. Et donc là, c'est la même chose en fait. C'est des projections qui sont faites juste en considérant une augmentation de température. Donc c'est la version soft. Parce qu'en fait, si on prend en compte l'évolution de la végétation, il y a de plus en plus de biomasse dans la forêt, donc du coup, il y a de plus en plus de feux intenses, parce qu'on a des forêts jeunes en moyenne. Donc si on ne les gère pas, normalement, il y aura de plus en plus de biomasse et donc des feux de plus en plus intenses. Et on a toujours une dynamique d'urbanisation. Donc on a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose, mais si ça continue à être bétonisé, on a toujours des habitats qui arrivent au milieu de la forêt. Et donc ça, c'est vraiment les endroits où on a des départs de feu et les endroits qui sont super durs à vivre. C'est pour ça qu'en fait, ces cœurs de prédiction, elles sont même minimisées et normalement, ça devrait être encore pire dans la mer. Donc, l'impact sur la végétation, parce que donc, la végétation impacte l'incendie, mais l'incendie impacte la végétation. Il va dépendre, il n'est pas si simple que ça en fait. Tout le monde pense que c'est catastrophique, en fait ça n'est pas tant que ça, tout dépend. Il va dépendre de l'intensité du feu. Donc, si on a par exemple un petit feu qui passe en dessous du village, juste
tuer des herbacées, des arbustifs, c'est pas très grave. Après, on peut avoir des choses bien plus intenses, par exemple, le truc qu'il y a eu dans les morts, c'est beaucoup plus intense. Donc là, on va avoir énormément de dégâts. Et ça va surtout dépendre de la présence des espèces qui sont en présence, de la composition de la végétation. Donc, par exemple, ici, on a un chêne vert, on a un chêne liège. Lui, en fait, il va être protégé par le feu. Donc, il a une grosse écorce de liège qui renforce son tronc. Peu importe la sévérité du feu, en fait, il est protégé. Donc, une fois que le feu passe, même si ça tue les branches et les feuilles, il est capable de refaire des nouvelles branches l'année d'après. Dans ce type de végétation, en fait, le feu n'a pas un impact fort à court terme, mais à long terme, pas tant que ça. Mais quand même, vu que c'est assez troublant pour les gens de voir tout un paysage anéanti par les feux, il y a énormément de plantations qui ont été mises en place après les incendies. Ce qu'on a pu voir, c'est que souvent, elles ne sont pas du tout efficaces, en fait. Donc, par exemple, l'exemple classique, c'est l'incendie de la Sainte-Victoire en 89. Il y a eu énormément de plantations qui ont été faites par les militaires, par les scouts, juste après, donc en 89-90. Et lorsqu'on revient sur la Sainte-Victoire et qu'on retourne cette plantation, qu'on compare avec la régénération naturelle, en fait, maintenant, c'est plus de la régénération naturelle. Les plantations n'existent quasiment plus. Tous les arbres sont morts assez rapidement. Il me semble qu'au bout de 5 ans, il y a 10% des arbres qui sont encore vivants. Donc en fait, les plantations, généralement, c'est pas efficace. Maintenant, même l'ONF ne fait plus de plantations parce que c'est une perte de temps, ça coûte énormément d'argent. Et en fait, les arbres sont vraiment bien adaptés pour se régénérer après un feu. Donc soit ils ont des capacités de régénération naturelle, soit ils font des rejets de souches. Comme ici, le chêne de liège, il va refaire des branches à partir de son tronc, ou alors ça peut être à partir de la souche. Soit en fait, on a des banques de graines qui existent. Alors ça, c'est des banques de graines, comme ici, au pain d'Alep, la cône de pain, entre guillemets. Ce cône, c'est ce qu'on appelle un cône sérotineux. Et toutes les graines sont stickées à l'intérieur. Le cône reste fermé et il est protégé par ici. Alors, en fait, lorsque le feu passe, toutes les graines sont protégées. Par contre, après, une fois que la température se réduit, la cire va commencer à craquer, donc ça va faire ouvrir les cônes. Et donc toutes les graines vont ressortir et vont tomber sur le sol. Il n'y aura plus rien. Ils vont tomber sur le tapis de cendre et ensuite les graines vont pouvoir se régénérer. Donc à la fois elles sont protégées par ce cône lors du passage à l'incendie et après ensuite lorsqu'elles tombent, elles arrivent sur un sol où il y a énormément de minéraux parce qu'il y a de la cendre, il n'y a plus aucun compétiteur et donc on a une super régénération. Donc ça c'est la banque de graines qu'on a dans l'air. On a aussi une banque de graines dans le sol, par exemple le cyste ou les romarins. On produit énormément de graines qui restent dans le sol pendant des années. Et une fois qu'il y a un passage de feu, ça enlève tous les compétiteurs, ça lève la dormance parce qu'ils ont besoin d'une température et ensuite ils peuvent repartir. Donc en fait la forêt méditerranéenne est super bien foutue pour résister au feu. Et elle a vécu avec des incendies pendant des milliers d'années, donc ça c'est pas du tout un problème. Le seul problème c'est que pour retrouver une structure forestière classique, il faut 40 à 50 ans en moyenne dans nos forêts. Et donc ce qui nous pose problème en ce moment c'est plutôt la fréquence des feux. Donc si on a un feu qui passe tous les 45 ans, on peut trouver aucun souci. Par contre, si on a un feu qui passe tous les 5 ans ou tous les 10 ans, il peut avoir, après un feu, donc, des plantes qui vont grandir. Et s'il y a un feu qui passe tous les 5 ans, on n'a pas eu le temps de faire de nouvelles graines. Et donc tout le monde va mourir, et à la fin, en fait, on sera incapable d'avoir de nouvelles plantes. Et le temps que les nouvelles graines vont arriver du milieu extérieur, ça peut prendre une éternité. Il y a des endroits, par exemple à Rognac, il y a eu le dernier feu en 2016. Il y a eu un feu qui était fait en 1990, donc on sait très bien qu'il n'y aura plus de forêt. Pas dans les décennies, dans les siècles à venir, mais c'est juste impossible. Ou alors il faut planter, et même planter, ça ne fonctionnera pas. Donc le problème, c'est pas l'intensité des feux, c'est la fréquence des feux. Il faut vraiment qu'il y en ait, tous les 40-50 ans, c'est jouable. Tous les moins de 20 ans, c'est juste pas possible. Donc ça, c'est la partie incendie. Mais il n'y a pas que les incendies. Comme je vous l'ai dit dans la première diapo, il y a plein d'autres services qui sont rendus par la forêt. Donc il n'y a pas que la production de bois, il n'y a pas que la biodiversité, il y a plein d'autres services. Et généralement, nous, on essaye de tout résumer, de voir un peu, de tout regrouper, de regarder comment le changement climatique va impacter tous ces services de manière globale. Donc ça, c'est ce que des collègues espagnols ont fait il n'y a pas très longtemps. Ils ont pris toutes les études qu'il y avait dans le bassin méditerranéen qui étudiaient comment le changement climatique allait impacter les services rendus par les forêts méditerranéennes. En classifiant les services matériels, donc la production de bois, l'alimentation, la production de tout le matériel. Les services de régulation, donc régulation du climat, du cycle de l'eau, l'habitat pour la biodiversité. Les services non matériels comme l'esthétique, la récréation et les feux. Donc ils ont essayé de regarder le pourcentage de changement par rapport à l'actuel. Est-ce qu'on allait augmenter, est-ce qu'on allait diminuer.
Donc ce qu'il voit, donc chaque point c'est une étude qui a été menée sur un service. Donc ce qu'il voit, c'est que pour les services matériels en termes de production de bois, d'alimentation, on ne sait pas trop. En fait, on ne sait pas si le changement climatique va avoir un effet positif ou négatif. Une grande variabilité, en fait, ça dépend des études. Pour les services de régulation, c'est pareil. En fait, il y a une grande variabilité, mais en moyenne, le changement climatique aura un effet négatif. On va perdre les capacités de régulation de l'eau, régulation climatique, on va avoir de moins en moins de biodiversité. Voilà. Mais ça dépend du contexte, mais quand même, en moyenne, ça reste négatif. Pour les services non matériels, en termes de physique et création, bon, en fait, on n'a pas beaucoup d'études. Il y a 2 études avec 8 services, donc c'est pas très cher. Par contre, pour les feux et les autres risques, donc risque d'érosion, risque d'éloignement, là, on est très quasi certain qu'en fait, on aura une augmentation de tous ces risques, même s'il y a une variabilité entre les études aussi. Donc, voilà, on a des tendances globales. Après, c'est très dépendant du contexte, c'est très dépendant du site qu'on étudie. Voilà, c'est pas, il y a des généralités, mais il y a du cas par cas aussi. Donc, bon, le tableau n'est pas bien rose, mais il y a quand même des solutions. Donc, la première solution, c'est quand même limiter le changement climatique. Donc, il faut savoir quand même que nos arbres, ils ont des capacités d'acclimatation, c'est ce que je vous ai parlé en fait. En période de sécheresse, on fait des feuilles plus petites, comme ça on consomme moins d'eau. Ça, c'est typiquement l'acclimatation, le fait de s'adapter. Le problème, c'est que ça ne marche pas trop, parce que lorsque on pense être très sec, si on arrive à s'acclimater, on meurt. Et ça, on voit que les arbres meurent de plus en plus, donc les capacités d'acclimatation ne sont pas si grandes que ça. On a aussi les capacités d'adaptation génétique. L'adaptation génétique, c'est juste par sélection naturelle. Alors, ceux qui meurent, c'est juste qu'ils n'étaient pas adaptés. Mais du coup, ceux qui survivent, en fait, ils sont plus adaptés. Eux vont se reproduire, produire des juvéniles qui seront plus résistants. Donc ça, théoriquement, ça marche très bien. Et ça a toujours été comme ça. Le problème, c'est que ça prend du temps. Ça prend longtemps. Il faut que l'arbre pousse, qu'il fasse des graines, que les graines tombent, que la graine reparte et que l'arbre suivant refasse une plante. Ça prend énormément de temps. On a aussi les capacités de migration. Donc, si le climat actuel ici n'est pas positif pour l'arbre, en fait, il peut quand même migrer, pas tout seul, mais avec les graines. Donc, avec la dispersion des graines, c'est possible. Le seul problème, en fait, c'est que ces capacités de migration sont vraiment réduites. Donc, normalement, avec toutes les études qu'on a fait dans le passé, les études palynologiques, on a des taux de migration qui sont de l'ordre de 100 mètres par an. Ça, c'est un peu le maximum, mais c'est déjà pas mal. Mais le problème, c'est que là, le changement climatique va bien plus vite que ça. En fait. On a remonté dans le nord des isothermes qui est de l'ordre de 1 km par an. Ça va 10 fois plus vite que ce que les arbres peuvent avancer tout seuls. Mais aussi, l'adaptation génétique, c'est pareil. En fait. Ça prend énormément de temps pour qu'il y ait des processus d'adaptation. Voilà, les arbres puissent faire des graines, par exemple. Un chêne, il va faire les premières graines le premier blanc au bout de 40 ans. Et là, on ne peut pas attendre 40 ans. C'est pas possible. Donc, la première solution, c'est limiter le changement climatique pour que ça aille moins vite. Clairement, si ça va moins vite, les arbres, a priori, ils ont des techniques quand même pour s'adapter. Donc, si c'est pas possible, on a quand même des solutions de gestion, donc de gestion forestière, qui nous dirait de gérer un peu différemment nos forêts. Et ça, on a plusieurs leviers. Soit éclaircir les peuplements, donc on aura moins d'arbres et donc moins de demande en eau. Donc, si on consomme moins d'eau, les arbres qui restent, ils ont plus d'eau pour vivre et du coup, ils vont moins mourir. Donc ça, c'est ce que des collègues ont fait sur les cèdres dans le Luberon. Ils ont comparé 2 peuplements, un avec 400 tiges par hectare avec 3 fois plus d'arbres. Et ensuite, ils ont regardé, parce que je vous ai expliqué, la cavitation des climats. Donc les arbres qui vivent dans les peuplements très éclaircis, ont des taux d'embolie de l'ordre de 2%. Donc voilà, ici, il n'y a pas d'embolie. Il n'y a pas trop, c'est comme ça. Donc il n'y a aucun risque de mortalité. Par contre, ceux qui sont à 1200, il y a beaucoup plus aussi de rayons noirs et de vaisseaux de concavité qui sont plus du tout fonctionnels. Et donc ça augmente le risque de mortalité. Le seul problème avec ces éclaircies, c'est qu'on ne peut pas aller dans les niveaux trop intenses. Parce que comment on dirait, on coupe le plus possible, on laisse quelques arbres, et puis c'est bon. En fait, il ne faut pas du tout parce qu'on va changer le microclimat forestier. Donc à la fois, on va avoir des forêts qui seront beaucoup plus chaudes, en fait, dans le sous-bois, on va avoir les rayons du soleil qui vont directement arriver, donc on va avoir une température qui sera bien plus élevée, on aura une atmosphère très sec. Et aussi, on sait qu'on aura une érosion du sol plus importante. Donc, lors de pluie, en fait, si la pluie n'est pas trop captée par les arbres, soit par le pied, soit par la racine, en fait, on aura des grosses érosions. Donc, c'est bien d'éclaircir, mais il faut faire gaffe, pas trop quand même. Alors, deuxième levier, c'est diversifier les peuplements. Donc, ça, on en parle de plus en plus. Arrêter d'avoir des plantations monospécifiques et plutôt avoir des forêts mélangées, des
jette d'un point de vue esthétique, c'est quand même plus sympa. Ça, c'est. Alors, pour 3 processus, donc on a la partie technique, soit c'est par complémentarité, parce que les arbres ils utilisent différents niveaux, par exemple, ils vont avoir leurs racines, ils vont avoir des racines plutôt dans la partie superficielle du sol, ils vont avoir des racines en profondeur, donc du coup, on peut utiliser 2 niveaux de ressources au niveau de l'eau. Pareil pour l'atmosphère, pour capter la lumière, en fait, on peut être complémentaire. Il y a aussi la facilitation, parce qu'il y a certains arbres, par exemple, des gros arbres, qui vont créer de l'ombre et qui va faciliter la régénération d'autres espèces. Donc, on a des processus de facilitation, ou alors certains arbres vont protéger l'arrivée de pathogènes qui va être bénéfique à d'autres espèces. Et on a un processus de sélection. Donc, par exemple, ici, on a 5 espèces et on emmène un pathogène qui tue l'espèce C. Et à la fin, on a une placette avec 4 espèces, donc le reste des arbres. Alors que si on avait une placette monospécifique avec que des C, ici, il n'y aurait plus rien. Donc, on a vraiment ces 3 processus qui font que diversifier les peuplements, ça reste positif pour augmenter la résistance et résilience aux perturbations. Le seul problème, c'est que c'est pas si simple. En fait, quand on étudie toutes les études qui sont focalisées là-dessus, sur l'effet du mélange, soit pour la croissance des arbres, soit sur d'autres fonctions, en fait, on voit, donc ça c'est le pourcentage d'études qui ont étudié cet effet, on voit qu'en gros, dans 50% des études, il y a un effet positif, c'est un peu ce qu'on attend. Mais en fait, dans les 50% restants, il y en a qui font un effet mixte. Il y en a qui sont positifs, il y en a qui sont négatifs, il y en a qui font des effets négatifs, il y en a qui font des effets négatifs. Donc en fait, c'est pas si simple que ça. Ça va dépendre de l'intensité de sécheresse, ça dépend des espèces qu'on met en mélange. On met en mélange 2 pains ensemble, un pain et un bout de glace, ou alors un pain, un chêne, ou 2 chênes. En fait, c'est complètement différent. Donc c'est pas si simple que ça. La troisième option, c'est de planter de nouvelles espèces, ou des nouvelles provenances. Donc on se dit, là en fait, les arbres qu'on a ici sont juste pas adaptés. Donc vu que les capacités de migration de notre espèce sont limitées, on va les aider. On va faire la migration assistée, donc on va prendre des espèces qui sont plus au sud et qu'on va planter plus au nord. Alors c'est ce qu'on a étudié dans le cadre de la thèse de Léa, où on a étudié donc, différentes populations de pins de Brucia, donc c'est un pin qui pousse en Turquie, et qui est très à mode, et des pins, donc ça c'est en rose, et des provenances de pins d'Alep qui sont en noir. Elles ont toutes été plantées dans le même jardin expérimental à côté d'Aubagne en 1976. Et donc on y est retourné l'année dernière pour faire des mesures de taux de survie et des mesures de circonférence sur toutes ces provenances. Ce qu'on a pu voir, c'est que le pin de Brucia ici, il a un taux de survie bien plus important que le pin d'Alep. Sur ce site, en fait, le pin de Brucia est super bon. Même en termes de circonférence, il vise bien mieux que le pin d'Alep. Donc ça c'est plutôt chouette, en fait on aurait tendance à se dire, sur ce site, il faut promouvoir le pin de Brucia parce qu'il y a une meilleure production, il va mieux résister à différents stress. Le seul problème qu'on a avec ça, c'est qu'en fait lorsqu'on étudie d'autres sites, par exemple on a un site similaire à Vitrolles, donc à Vendée depuis, mais les mesures qu'on a faites en 1996 montrent en fait qu'on a des résultats complètement inverses. Le pin d'Alep était meilleur que le pin de Brucia. Donc ces expérimentations où on va planter de nouvelles espèces ou de nouvelles provenances, en fait, c'est bien, mais ça ne marche pas tout le temps. C'est toujours la même chose, en fait, c'est très dépendant du contexte. Et on s'est posé la question. Ouais. C'est ça que je veux dire. Ouais. Je finis, je vous réponds. Et du coup, la quatrième solution, mais plutôt pour limiter les risques incendie, c'est de réduire la continuité verticale et horizontale. Donc en fait, parce qu'on considère que une fois qu'il y en a un départ d'incendie, parce qu'on ne peut pas lutter contre le départ d'incendie, il y en aura tout le temps. Et on va essayer de limiter les continuités, donc pour que le feu ne se développe pas et ne se propage pas verticalement, horizontalement, et aussi verticalement. Parce que une fois qu'il part dans les houppiers, après il y a beaucoup de biomasse brûlée, c'est compliqué. Donc soit on coupe ces continuités, et aussi on peut extraire le bois. C'est généralement ce que souvent on fait dans la région montagne. Et sauf qu'il y a encore un problème. Le problème, c'est que ça va à l'encontre de plein d'autres objectifs qu'on a, et plein d'autres services spéciaux, tous les autres services dont je vous ai parlé avant, et notamment la biodiversité. En fait, le bois mort est ultra important pour le bon fonctionnement des forêts, pour la régénération, et parce qu'on a énormément d'espèces, on a plus de 25% de la biodiversité forestière qui est associée au bois mort, énormément d'insectes, de mousses, de champignons. Donc en fait, toutes les actions de gestion qu'on peut proposer, elles dépendent du contexte et aussi de notre objectif qu'on a. Est-ce qu'on a une forêt qui soit productive ou qui soit là pour la biodiversité ou pour réguler l'eau. Donc voilà, tout dépend de ça. Donc, en conclusion, ce que j'ai essayé de vous montrer, j'espère que ça a été clair, même si j'ai été rapide, désolé, c'est que les effets du changement climatique, ils sont généralement négatifs. On a une baisse de la croissance des arbres,
on a un dépérissement, on a de la mortalité des arbres, on a une augmentation du risque incendie, même si on lutte de mieux en mieux contre les incendies, on a une augmentation du risque quand même, et on a une augmentation de perturbations. Genre les pathogènes, là, ça devrait arriver, et on a une augmentation de ce type de risque. Une petite note en aparté, c'est pas du tout compensé par l'augmentation de CO2 dans l'atmosphère. Il y en a plein qui pensent que le CO2 c'est utilisé par l'arbre pour la photosynthèse, et tout notre CO2 nous le sert. En fait, ça marche pas du tout. Ça marche à des petites échelles, dans des conditions très spécifiques, mais en moyenne, c'est pas vrai. En tout cas pour les forêts militaires. Il y a des solutions de gestion forestière qui existent pour réduire les risques, c'est tout ce dont je vous ai parlé. L'éclaircie, la diversification, prendre de nouvelles espèces, mais voilà, comme je vous dis, c'est assez simple que ça. Du coup, la solution numéro 1, qui est pas plus facile à faire, mais qui agit sur tout le reste, en fait, c'est vraiment limiter le changement climatique, il n'y a que ça qui fonctionne. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, avec plaisir. Et comment il y a tous les travaux qu'on fait dans notre équipe sur ces thématiques. Après, il y a le GREC Sud, c'est une association qui travaille sur le changement climatique, l'impact du changement climatique sur la région sud. Et c'est vraiment chouette ce qu'ils font. Il y a l'association Forêt Méditerranée qui fait des événements, des publications aussi qui sont vraiment intéressantes si vous êtes plus intéressé sur la partie forêt. Après, il y a toutes les publications en ligne, la l'IGN, l'Institut géographique national, l'Office national des forêts, le département de santé des forêts. Et après, un site internet de vulgarisation des travaux qu'on fait, c'est The Conversation, qui est plutôt bien. Enfin, si vous lisez des articles dessus, vous pouvez avoir confiance. Sur plein d'autres sites, c'est pas le cas, mais sur celui-ci, ça va. Okay. Bravo. Ouais. Merci. On peut l'applaudir. Merci Maxime. Voilà, bon, en une demi-heure, on a eu quand même une vision assez synthétique. C'est bien. Soit après une demi-heure, la tension retombe. Donc, au moins, je vous conseille vraiment les sites dont a parlé Maxime. Je regarde un peu à titre personnel. Le grec est vraiment un site sur la transformation du climat dans nos régions remarquable, avec une complétude de chercheurs très étonnante. Moi, j'avais déjà lu les travaux, les tiens, ceux de tes collègues, l'an dernier, sur le site d'Emirale. Parce que quelques arbres chez moi, et j'ai observé à l'œil un peu des changements qui m'avaient déjà un peu, pas inquiété, mais étonné. Voilà. Les volumes de la masse feuillue, effectivement, je les ai vus pendant la période de croissance maximum. Et je suis rentré dans ces études-là, et puis je remercie d'ailleurs Nathalie d'avoir fait l'intermédiaire avec Maxime pour cette conférence. C'est des outils à s'accaparer. Voilà. On a besoin aujourd'hui de l'approche des scientifiques, des chercheurs, pour être au diapason de ce qui se passe et pas apprendre les choses de manière fortuite. Allez, on attend vos questions. Moi, j'en ai une juste à te poser en premier. J'ai été très étonné par le chiffre de la mortalité des reforestations, des replantations. Tu nous donnes des clés. Tu peux replanter, refaire des choses, mais sur des espèces non pas seulement endémiques, mais qui vont elles-mêmes préparer la future évolution. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, cette mortalité de la reforestation, c'est vrai qu'elle est très décevante. Parce que c'est un effort collectif, souvent porté par des associations, des structures, des syndicats, etc. C'est un véritable échec. Il faut vraiment en tenir compte, je pense, pour penser à l'avenir. Voilà. Allez, juste un petit mot sur ça, et puis après à vos questions à tout à l'heure. Ouais, mais ça c'est le gros problème. En fait, c'est très très coûteux de faire des plantations. Le problème avec la plupart des plantations, c'est pas la plantation en elle-même, en fait, c'est qu'il n'y a pas de suivi après. Et donc si on fait une plantation et que l'année suivante est très très sèche et qu'on ne fait pas de suivi et qu'on ne va pas arroser un minimum, en fait ça ne fonctionnera pas. Et donc ça c'est un problème sur les plantations post-incendie. Et aussi c'est un problème sur toutes les plantations qu'on a partout dans le monde pour séquestrer du carbone. Et en fait on a plein de boîtes là, des startups qui sont montées pour faire des nouvelles plantations en disant on va séquestrer du carbone. Par exemple si vous prenez l'avion, vous pouvez essayer de compenser comme ça. En fait généralement c'est de la poudre aux yeux. Parce qu'ils vont planter les arbres, mais en fait, ils ne vont pas faire de suivi. Donc, ces arbres vont mourir en bout de 5 ans ou 10 ans, et du coup, en termes de séquestration de carbone, donc, c'est même l'inverse. Oui, c'est même l'inverse. Parce que c'est un crédit carbone négatif. Exactement. Hein, donc la plantation, c'est pas négatif, mais il faut savoir quoi planter, où planter. Et après, il y a un suivi à faire. En fait. Les plantations, par exemple, le CNPF, l'ONF, quand ils font des plantations, généralement, ils ont un suivi, ils viennent couper les arbustes à côté pour qu'il n'y ait pas trop de compétition. Enfin, c'est tout un métier, en fait. C'est pas juste un one-shot, on y va, on plante et puis on s'en va. Deuxième question rapide. On est quand même aussi
sur peut-être la période la plus luxuriante pour la forêt méditerranéenne. Elle n'a jamais été aussi importante. C'est quand même bien étendu. La surface forestière française aussi, d'ailleurs, de manière générale. C'est dû à pas mal de paramètres. On peut dire qu'on a atteint le maximum. Donc on peut garder cette couverture malgré les risques. Elle est quand même belle, la forêt, aujourd'hui. Elle est meilleure qu'il y a 20 ans. Enfin, en termes de surface, elle est plus étendue. La surface augmente. La surface devrait continuer à augmenter parce qu'on a le processus des prises agricoles qui continue. Donc, de moins en moins d'endroits pâturés, ces endroits qui étaient pâturés deviennent recolonisés par les arbres. Mais ça dépend des endroits. Donc, il y a des régions où c'est de moins en moins le cas. Et le problème, c'est que maintenant, même si on a des gains de ce type, on a quand même des pertes de l'autre côté. Donc, on a une urbanisation qui continue. On a des forêts qui dépérissent, par exemple dans le nord-est, c'est quand même assez important. Donc en fait, dans l'avenir, on ne sait pas exactement comment ça va se comporter. C'est assez compliqué de se projeter dans l'avenir. Sur une période aujourd'hui, on a déjà quelques données, mais bon, l'évolution arrive, elle n'est pas forcément c'est pas forcément prévisible. Nous, on voit à peu près comment ça va aller, mais on a énormément d'incertitudes qui nous dépassent. Donc la grosse incertitude, c'est comment le changement climatique va évoluer, en fait. Juste nos comportements. Est-ce qu'on est sur des trajectoires de plus 4 degrés, plus 2 degrés, plus 6 degrés? Si déjà on savait ça, déjà ça réduit notre incertitude énormément. Après, plus 2, il faut l'écarter. Ah non, mais plus 2, il faut l'écarter, même plus 4. Plus 4, on est en train de l'écarter. Collectivement aujourd'hui, que ce soit le GIEC ou les autres organisations, on travaille sur entre 4 et 6 aujourd'hui. Là, et les conséquences, c'est pas les mêmes. Quand on fait tourner à plus 4, pas grand chose, c'est vraiment compliqué. On est d'accord. Allez, à vous de jouer. Je vais répondre du coup à votre question. J'en profite juste sur la partie la différence entre les sites. En fait, c'est juste que notre site à Vitrolles est très 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 sec. assez loin de la mer, il y a pas mal de mistral, sur une dalle karstique. Et donc vraiment, dans ces endroits-là, le pain d'Alep il est beaucoup plus performant que le pain d'Alep. À Cérès, on est beaucoup plus proche de la mer, donc on est vraiment à côté de la Ciotat, sur un sol un peu plus profond, une sorte de grès. Et donc là, c'est un peu plus fertile, entre guillemets, et donc là, le pain de c'est important. C'est pour ça, en fait, à chaque fois qu'il faut faire des plantations, il faut avoir une étude de sol, une étude climatique pour être sûr de savoir où est-ce qu'on plante. Et il n'y a pas de composants qui nous échappent. Donc, par exemple, on essaie de plus en plus de trouver des espèces qui sont résistantes à la sécheresse, parce qu'on a de plus en plus de sécheresse, les températures augmentent, mais on continue à avoir des gels. Et le problème, c'est que généralement, les espèces qui sont résistantes à la sécheresse, elles ne sont pas résistantes au gel. Donc, si on va planter des espèces résistantes à la sécheresse, elles peuvent se faire avoir par des gels, et ça, il y en aura toujours. En fait. On aura toujours des gels, c'est sûr et certain. Ça pose problème. Donc, il faut toujours faire des choix. De toute façon, c'est comme dans la vie, il y a des risques à prendre. Il y a des gestionnaires forestiers qui n'aiment pas prendre le risque, qui vont faire la même chose que ce qu'ils ont fait avant. Il y en a qui aiment bien prendre le risque, donc ils vont planter de nouvelles espèces, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Allez-y. Peu importe. Ah, bon, en fait, il y a tout un mouvement qu'on appelle rewilding, essayer de créer des réserves. Et leur théorie, c'est de dire on ne touche plus à rien. À vous écouter, est-ce que c'est pas du tout le fait que dans les 50 prochaines années, parce que là, par exemple, il laisse le bois mort. Ouais. Alors sur le risque incendie, c'est pas stratégique. Mais sur plein d'autres aspects, sur l'aspect biodiversité, c'est super bien. Pour l'aspect stockage de carbone dans le sol, c'est bien. Toute la partie sol, la partie régulation de l'eau. Donc il y a quand même plein d'effets bénéfiques avec ce type de forêt. La partie incendie, nous, en région méditerranéenne, c'est un peu compliqué. Mais si on la fait bien, en faisant des coupures, par exemple, autour, pour qu'il n'y ait pas trop de propagation des incendies qui viennent de l'extérieur, ça peut se faire. Après, moi, ce qui me gêne avec ces mouvements, c'est plutôt d'un point de vue des termes utilisés. Les forêts primaires, on ne peut pas les contrer. C'est juste une forêt primaire, une fois qu'elle est couchée, elle est primaire. Donc, on va créer des vieilles forêts, si on veut. Et encore, avec des forêts, une classification de vieilles forêts, c'est plus de 400 ans. Donc, dans 400 ans, il n'y aura pas grand monde. Je suis pas du tout ma compétence, je peux pas répondre. Vous voulez dire arroser les forêts? Tu veux dire arroser les forêts, Jean-Baptiste? Non, mais après, il y a toujours la priorité, ça restera pas la forêt.
si on veut faire ça, il faut que la priorité c'est l'eau potable et puis l'agriculture, la forêt. Alors, ce qu'il dit est quand même important parce qu'on a montré, tu as montré quand même une cybernétique, donc la notion de service. Voilà, je crois que c'est quand même un point important de ce qui a été dit. Les services rendus par la forêt peuvent peut-être à un moment nécessiter, peut-être pas aujourd'hui, comme dit Maxime, en cas de sécheresse, d'appauvrissement des stocks d'eau, la forêt n'est pas la priorité. C'est l'humain qui est la priorité. Et peut-être que dans 10 ans ou 15 ans, il y aura des cycles d'innovation nouveaux sur une forme de dispersion de l'eau. Enfin, on verra bien. La question vaudra peut-être d'être posée. Mais aujourd'hui, ce n'est pas des jardins, les forêts. Voilà. Et les surfaces sont tellement énormes que, effectivement... mais c'est une question. C'est une question. Il travaille. Si, je travaille de Polonésie. Alors, il y a eu un carnage à Tonkin sur le chemin du Kenya, c'est-à-dire de cette petite route qui est le long de la Saint-Joseph 1, derrière la zone commerciale ils ont abattu tout le long du chemin, c'est la commune qui l'a fait. Les pins qui étaient là pendant 2 jours, ces pins ne menaçaient rien, ils ne menaçaient pas de dégringoler sur la route. Pourquoi un tel abattage et comment justifier qu'une commune procède de la sorte avec tout ce que vous venez de dire sur les menaces qui peuvent être mises dans la commune? Alors, je vais commencer par la dernière. Je pense que c'est vraiment pour le risque incendie. Ils n'ont pas créé un chemin. Non. Oui, mais même en fait, c'est pour limiter le risque de propagation du feu de l'autoroute, parce que l'autoroute c'est l'endroit où il y a la plupart des départs de feu avec les mégots, et pour que le feu ne parte pas après dans sur Champardry et puis surtout tout le massif. Donc même si normalement c'est pas les couloirs devant typiques, mais c'est typiquement pour ça. Et là, oui, non, mais ça c'est toujours la même chose en fait. Lorsqu'il y a des actions qui sont faites, les gens se plaignent parce que ça gêne au niveau du paysage, c'est pas très beau. Et s'il n'y a pas d'actions qui sont faites et qu'il y a un incendie, les gens se plaignent aussi. Donc, du coup, c'est toujours compliqué. Là, en termes de réduction de risque incendie, c'est pas trop mal. Et il y a quand même des arbres qui restent. Enfin, moi, c'est juste mon avis, hein, mais en termes, c'est pas si mal que ça en termes de réduction de risque incendie parce que c'est un endroit super critique. En plus, après, sur toute cette partie, il y a énormément d'habitations qui est limitée au sein de la forêt. Ça, à limiter, tout sera compliqué. Quand il y a un incendie qui part dedans. C'est pas un chemin pour laisser passer les véhicules. Non, mais c'est pas en termes de véhicules, là, c'est vraiment pour éviter que le feu se propage et passe et traverse c'est un couloir de rupture. Tu prends les incendies de l'Alberta actuellement, ils peuvent les bloquer, ces incendies méga, qu'en faisant des couloirs énormes pour éviter la propagation et la rapidité du feu. Voilà. Voilà, Juste, alors, je reviens sur la première partie de ta question, c'est la question des répulsives. Alors, les questions des répulsives, c'est-à-dire des zones humides, c'est une question clé aujourd'hui. Dans la conservation des biodiversités, parce qu'elles sont extrêmement densifiées, autour de nos rivières, etc. Et effectivement, là, le risque de stress hydrique, conséquence du changement climatique, il est moins fort. Ce sont des zones qui sont... je ne sais pas ce que tu en penses, Maxime, qui deviennent particulièrement encore plus précieuses aujourd'hui à conserver dans le cadre d'un changement, d'assèchement sur d'autres parties de nos territoires moins irrigués. Alors ça dépend. Moi je pense que c'est pas... C'est un peu lié... le risque il est lié au changement climatique, donc l'augmentation des sécheresses plus que l'augmentation de température. Je pense qu'il est plus lié au comportement humain, savoir comment on va gérer le niveau des eaux. Si on prélève trop dans les nappes phréatiques, tout de suite les répulsifs vont se faire. Je pense que ça c'est quand même le truc numéro 1.
Et puis on continue à bétoniser les répiscifs. C'est vraiment un des premiers endroits où on continue à urbaniser parce que c'est plat. Donc voilà, après, je pense que les risques prioritaires pour ces zones, c'est plutôt ça. Nous, comment on se comporte dans ces zones, plutôt que le changement climatique. Parce que l'avantage des répiscifs, c'est quand même s'il y a des endroits, il y a des moments secs, il y a quand même un peu des éponges, donc du coup, il y a énormément d'inertie. Donc là, les grosses pluviométries comme ça, c'est ultra bénéfique, c'est vraiment intéressant. Là, ils ont revu leurs ambitions à la baisse de moitié, déjà. Apparemment, il y a tout un autre plan qui est remis en route pour savoir s'il y a cette biomasse sur le massif et tout, sur toute la région. Bon, le problème, à court terme, le problème, c'est que la forêt ne pousse pas assez vite pour que ça marche à long terme. Ah oui, elles sont efficaces, et puis pour avoir une forêt qui soit un peu utilisable. Il en faut. Ça, je peux pas répondre là-dessus. Non, mais c'est trop. Par rapport à la capacité de production des forêts, ici, ça va nécessiter énormément de transport. Et d'aller chercher des forêts un peu partout. Et du coup, le bilan de carbone, à la fin, il est un peu moyen. C'est bien ce qui est reproché à ce projet, d'ailleurs. Oui, parce qu'autrement, sur le fond, pourquoi pas. Mais après, là, c'est beaucoup trop ambitieux, c'est trop gros, en fait. Même s'ils auraient dit moitié. Là, quand nous on a vu les chiffres, on se dit encore un peu. Très important comme il y a deux mots qui reviennent systématiquement dans votre discours. Un, particulièrement, c'est l'eau. Parce que vous pensez qu'actuellement, dans le territoire, notamment dans la région méditerranéenne, on a une politique de l'eau. Et quand je parle de la politique de l'eau, quand on voit les inondations qui sont en partie dues à une sorte d'abandon de l'entretien des forêts, avec les embars, etc., on sait pas qu'il y a une politique de l'eau qui est un peu aberrante ou qui est inexistante. Il suffit de voir à l'heure actuelle, d'aller se pencher sur les petits cours d'eau qui se promènent et qui débordent parce qu'il y a beaucoup de pluie et qu'il n'y a rien qui les régule. Alors, au niveau de la région, je ne sais pas exactement, moi je sais que les collègues de l'Office national des forêts, dans leur plan de gestion des forêts, ils prennent en compte cet aspect de régulation du cycle pour éviter qu'il y ait de plus en plus, pour éviter qu'il y ait des érosions et des inondations. Donc ça, ils le prennent en compte. Après, c'est pas forcément visible d'un œil, pas connaisseur, parce qu'en fait, c'est des forêts où ils vont laisser du bois mort, ils vont essayer de planter, d'avoir une densité assez forte, et c'est très dépendant du contexte aussi. Donc les forestiers, donc les agences forestières françaises publiques essaient de le faire. Après les privés, ça dépend des privés. Il y a des gens qui s'en foutent complètement, en fait, juste produire du bois et puis c'est tout. Ça, c'est pas domestiqué, c'est comme ça. Au niveau de l'échelle de la région, ça je sais pas. Je peux pas. Enfin moi je peux pas vous répondre, c'est pas. La deuxième partie de la question, c'était vous parliez de diversité. Est-ce que on voit que c'est toujours des arbres en production pour le bâtiment, pour la construction, etc. Est-ce qu'on n'a pas pensé à mettre au contraire des arbres fruitiers, que ce soit de la vigne ou des arbres qui résistent mieux, comme la ricochet, par exemple? Alors ça, nous on a des expérimentations dessus, mais pas sur les arbres fruitiers, parce qu'ils résistent pas si bien à la sécheresse que ça. La plupart quand ils sont arrosés. Par contre, on essaie des espèces comme la... Ça rejoint un peu la question que je... Oui, c'est ça, mais il y a d'autres espèces qui n'ont pas trop besoin d'être arrosées, mais qui sont assez bien. Par exemple, le pistachier, le caroubier, donc ces espèces, en plus, c'est des espèces décidues, donc ça va très bien avec le pain d'Alep, ils arrivent à bien s'accorder ensemble, le frêne à fleurs aussi. Donc on travaille sur cette thématique, on a des expérimentations là-dessus, qui nous des résultats assez probants. Donc après, il faut juste que ce soit accaparé par les propriétaires forestiers, en fait, qui veulent reproduire ce genre de système. Mais oui, on travaille dessus, il n'y a pas de travail dessus.
vous faites partie d'un verger conservatoire où on a l'intention peut-être de faire une plantation complète de sèches pour justement développer une centaine d'espèces. C'est vrai que vous développez, pratiquement à l'abandon. Dites-nous un peu des croqueurs de pommes, peut-être si bien que les gens connaissent. Ah, les croqueurs de pommes. Les croqueurs de pommes, c'est un verger conservatoire qui se trouve à Cuenca et qui a, on a un verger qui fait à peu près 15 000 mètres carrés, dans lequel on a 550 espèces d'arbres. Et ça plante, et uniquement des fruitiers. Et alors avec ça, on retrouve des végétaux qui ont plus ou moins disparu, laissés pour les diffuser, on les regreffe sur des bons et surtout les sauver. On retrouve des végétaux qui avaient quasiment disparu. Là, je dis, une centaine de qualités de pommes. Comme le prunier, comme le Ça vaut le coup d'œil pour ceux qui s'intéressent à ça. Vraiment, c'est ouvert, c'est voilà. Hein. Ceux qui voudraient visiter le verger, tous les mardis. Et puis il y a des grands moments de rencontres, de formations, festifs, voilà. Donc c'est vraiment remarquable. Pas connu de tous les exploits, alors que c'est déjà assez ancien comme installation. Oui, on a voilà. 31 ans. Alors, une question peut-être, Maxime, pour revenir sur ce que disait Bernard. Les guerres de l'eau. Bon, moi, j'ai mes parents qui sont dans les Pyrénées-Orientales. Le premier grand feu de la saison, il s'est ouvert là-bas, hein, c'est celui de Cerbère, tu l'as rappelé. Et le partage de l'eau. Bon, c'est des questions qui vont effectivement se poser. Bon, on n'est pas là pour y répondre parce que ce sont des stratégies sur lesquelles je pense qu'aujourd'hui on n'est pas au point. Pour plusieurs raisons. Premièrement, les ressources en eau, on ne les connaît pas si bien que ça. Et deuxièmement, vous avez tout un tas de gens qui captent l'eau pour eux sans le dire aux autres. Voilà. Dans les Pyrénées-Orientales, vous avez 6 000 forages, 6 à 8 000 forages, on ne sait pas. 1300 seulement sont déclarés aux autorités préfectorales. Vous imaginez. Alors, tant qu'il y a de la flotte, ça va. Mais le jour où ça commence à manquer, comme dans les PO, où, par exemple, les gens qui ont des installations importantes à arroser vont devoir aller chercher directement, à la sortie de la station d'épuration des eaux, la ressource hydraulique. Ce qu'on aurait dû faire depuis 30 ans, d'ailleurs. C'est ce que font les Espagnols depuis 30 ans. Où on n'a pas travaillé ici sur la question de la recyclabilité de l'eau. En France, ça, alors là, ça n'a intéressé personne. Bon, c'est des questions qui, aujourd'hui, vont se mettre en route, inévitablement, un peu dans la rapidité, mais quand même avec des solutions, etc. Cette question, elle est essentielle. Elle est économique, elle est sociale, elle est politique. D'accord ? Et effectivement, la dispersion quasi générale sur le territoire français de la ressource en eau, vous avez vu les schémas de Maxime, hein. Dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, la France de l'eau ne sera plus la même. C'est-à-dire qu'il y a des territoires où il n'y aura manifestement plus d'eau. Ici, peut-être ailleurs, la première zone la plus impactée par le réchauffement climatique, ce n'est pas la nôtre. C'est le bassin parisien. Eh oui. Eh oui. Regardez les notes du... Ah, c'est vrai. Hein. Bon, ici, on n'est pas loin, vous n'en faites pas. Hein, bon. Mais je veux dire, vous n'avez pas que la question d'être au sud où il fait plus chaud. Vous avez aussi le bassin parisien qui subit des effets climatiques très intenses pendant la période d'été qui ne sont pas régulés par les flux océaniques. Bon, voilà, donc c'est tout un tas de questions qui sont un peu derrière. Peut-être que tu as des trucs à rajouter sur ça. Non ? Bon. Voilà, allez, d'autres questions, allez-y. La forêt de cèdre de Bonneuil, toute la partie nord du Luberon, de la crête du Luberon. Vous voulez parler ? Ouais, c'est la crête du Luberon. Alors c'est plutôt positif. En plus, on a de la régénération de cèdre qui se fait sur tout le versant sud. Et c'est plutôt positif. Après, le cèdre, on a essayé d'en planter un peu partout. Il y a quand même des problèmes. Alors, le cèdre, il ne supporte pas l'eau stagnante. Donc déjà, il ne faut pas le planter n'importe où. Donc il y a des endroits où ça fait des échecs. Par exemple, sur des marnes, c'est impossible d'en planter. Il craint quand même le gel. Donc il y a quand même des problèmes. Et puis après, quand c'est trop sec, en fait, il n'arrive pas à pousser non plus. Donc c'est pas une essence formidable qui résoudra tous nos problèmes. Mais dans certaines zones, par exemple dans le Luberon, c'est quand même ça fonctionne plutôt bien dans certains aspects.
président aujourd'hui, chaque année, il y a la prochaine, un ou deux hôtels chaque année. C'est vivant. Et de l'Europe, et de l'Europe, bah, des pistachiers. Hein. Ouais, c'est ça. Après, si c'est des petites surfaces, tu vas essayer plein de choses. Après, c'est toujours sympa de regarder, de comparer, faire vos propres recherches vous-même. En fait, c'est toujours intéressant. Il faut se mettre en veille sur ce qui peut marcher, etc. Il faut vraiment se mettre en veille pour regarder les spécificités de chaque secteur. Qui voulait... Pardon. Non, c'est les premières années, c'est arroser si vraiment il y a besoin. Et surtout enlever les stades arbustifs. Donc, généralement, ça se fait vite coloniser par des chaînes kermès ou d'autres espèces qui posent problème. En fait. Ils vont prendre la ressource en eau des Ah oui, la forêt scientifique, mais c'est une forêt jeune. Voilà. C'est parce que c'est une forêt jeune, c'est un processus classique, c'est normal. Jusqu'à temps que ça revole. Oui. Bien, ouais. Allez, encore une ou deux questions et puis on boit un verre. Monsieur Canard. Berger, où il y a eu, je crois, entre 500 et 800 habitants, mais parce que c'était un trafic autour de certains des habitants, il y avait d'énormes espaces. Or, entre la forêt par elle-même, c'est-à-dire l'organisation quelquefois, qui est particulier, il y a quand même une chose. Et ces résultats étonnants, parce que ça a duré un an. Après, il y a eu les centres à qui étaient longtemps tout à derrière. Et puis ça s'est étouffé comme ça. Est-ce que vous pensez que justement de faire appel à ces bergers pour nettoyer, pour quelle raison? Quelle raison, moi je le connais, parce qu'il y a eu tout un ensemble de réunions qui sont mises en place, et au lieu d'aider cette équipe et les bergers, en réalité, sont partis des rêves, traités comme des solutions après. Moi j'ai vu le résultat étonnant de ça. Il y a, si c'est utilisé, il y a le conseil départemental du Gironde qui a des bergers dans les Alpes pour participer aux OLD, enfin faire des cultures de commission. Après, il y a d'autres techniques aussi, par exemple le brûlage dirigé, donc, que les collègues de l'ONF font. Alors, il y a un peu dans les Alpes, mais il y en a pas mal sur la partie à côté de la Ciotat. Voilà, toutes les techniques sont bonnes, en plus, c'est des techniques qui sont. Ça demande du temps de berger, mais après, il n'y a pas besoin de passer comme broyeur, donc c'est vraiment positif sur plein d'aspects. Et oui, et après, il faut des aides parce que les bergers ne peuvent pas vivre juste comme ça. Donc, il faut que économiquement, ça soit viable pour les bergers, donc aider par la solution. C'est un choix. Ouais. Allez, un dernier mot, c'est bon? 1, 2, non, je plaisante ici. Quelqu'un veut rajouter quelque chose? Le mot de la fin, peut-être, du coup, Maxime? Non, mais après, voilà, c'est ça. N'hésitez pas à me poser des questions ou à envoyer un mail si vous avez besoin. Et, généralement, donne ton mail, donne-leur. Hein. De toute façon, c'est prénom, point nom, @mail.fr. Voilà. Vous tapez sur Google. Ouais. Non, mais ça, je sais pas si je peux les mettre en ligne. Si vous m'envoyez un mail, je peux vous... Envoie-moi les, je vais le donner à tout le monde. Ouais, ça me dérange pas. Il va me l'envoyer, je vais le diffuser à tous ceux qui m'ont fait un mail de réservation, je leur enverrai. On est bon? Mais écoutez, on applaudit à nouveau Maxime. Merci.